Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Aujourd'hui, nous parlons des immunités des sénateurs ou des parlementaires. Quand est-ce que les immunités peuvent prendre fin? Les immunités sont liées à la personne ou à la fonction, au statut. Quelle procédure à suivre ou à respecter pour arrêter un sénateur ou un député national? Et également, nous allons parler de l'affaire Congolité. Des propositions au niveau de l'Assemblée nationale, l'une de M. Dr Tchani, l'autre d'un autre député, un député qui semble être proche du camp Katumbi, puisqu'il a proposé des bombes en quelque sorte. Voilà, je reçois pour vous l'un des constitutionnalistes, un jeune qui se débrouille bien dans son domaine. Il s'appelle André Moukadi. Voilà, André Moukadi, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Tout va bien, j'espère? Très très bien, au rythme du pays. En République démocratique du Congo. Et on est toujours ici. Comment tu trouves le rythme du pays actuellement sur le plan politique? Rien ne va? Bon, depuis toujours, rien ne va. Depuis l'indépendance. Jusqu'aujourd'hui, rien ne va. Alors, on s'est habitué à ce rythme et on espère une révolution. Laquelle comme ça? Une révolution non militaire, mais qui va changer les choses. Jusqu'aujourd'hui, l'UDPS n'a jamais apporté une révolution dans un pays. Je ne vais pas polémiquer, mais je crois bien que même la personne qui ne connaît pas l'UDPS ou qui ne connaît aucun parti politique dans ce pays sait comprendre que tout ne va pas bien. Et en disant ça, s'il demande qui est au pouvoir ou quel parti est au pouvoir, il découvrira que c'est l'UDPS et que bien avant l'UDPS, d'autres partis n'ont pas réussi à changer des choses. Alors, on doit quitter les cartons des partis politiques. 3 mois et puis vous voulez qu'ils changent des choses. 2 ans, 3 mois. 2 ans. J'espère bien ça ne représente pas grand-chose jusqu'aujourd'hui. J'espère bien qu'après 3 ans, après 5 ans, on n'aura pas le même discours. Ce que nous préférons, c'est que à la fin de son mandat, le président de la République puisse changer quelque chose, parce qu'on sait qu'il ne va pas réussir à tout changer, mais qu'il fasse quand même un pas. Moi, j'accorde la chance à son gouvernement et je veux bien que nous puissions connaître l'amélioration de notre condition de vie sous son règne. Ça sera un plaisir. Oui. C'est très important. Aujourd'hui, le chef de l'État a une majorité qu'on appelle l'Union sacrée. Ouais. Je pense vraiment que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a une même mise sur cette majorité, l'Union sacrée. Bon, déjà quand on pose la question de savoir si le président a une même mise sur la majorité, ça tique. Est-ce qu'elle obéit vraiment à l'autorité? Ça tique aussi. Le fait de savoir qu'une majorité puisse obéir à une autorité, il faut se demander quelle autorité. Parce que la majorité n'obéit qu'à son chef. Le chef de la majorité, ça ne se décrète pas dans les médias. Le chef de la majorité, on sait que c'est lui qui dirige une coalition majoritaire. Or, la nouvelle coalition n'est dirigée que sur le plan des faits. Jusque-là, aucune charte. Jusque-là, aucun acte qui détermine les rôles de chacun dans la coalition. Les gens travaillent autrement, j'ai l'impression. Non, les gens préfèrent que ça soit comme ça. Ça profite à qui? Ça profite à qui le veut. Ça risque de nous plonger dans une crise inédite? La crise, je ne crois pas, parce que les parlementaires ou la majorité dont vous parlez connaît bien les enjeux. C'est qu'il y a une épée de Damoclès sur leur tête, qui est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et tout s'arrangera. Moi, je sais que c'est un problème, tout ce qui se passe aujourd'hui, la majorité qu'on sort, c'est un problème de principe et un problème de choix. J'ai l'impression que l'Assemblée nationale a eu peur face à l'épée de Damoclès, mais le Sénat boude. Hein? Comment? Le Sénat qu'on ne peut pas le dissoudre? Le Sénat, dans notre droit, il est indissoluble. Ah, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissoudre le Sénat. Et ça, c'est... La Constitution ne le prévoit pas. La Constitution ne fait allusion qu'à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et on se limite là. Wow. Mais si vous voulez si vous voulez qu'on supprime les Sénats, parce que nous ne les voulons pas, alors changez la Constitution.
Ah, pour supprimer le Sénat, il faut changer catégoriquement la Constitution. Il y a une différence entre supprimer et dissoudre. Vas-y. L'acte de dissolution, il s'inscrit dans un cadre normal, dans un cadre légal ou constitutionnel. Mais l'acte de suppression, c'est un acte qui change l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire... on quitte de la troisième république, on va vers la quatrième. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Le changement des républiques, c'est aléatoire. C'est chacun peut dire que nous avons connu aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent que nous sommes à la 5e république. Parce qu'il y a eu beaucoup de constitutions qui ont changé dans ce pays. Mais on considère que la seule république, c'est du moment où, là c'est la doctrine congolaise, du moment où c'est le peuple, par voie de référendum, qui adopte la constitution. Alors jusque-là, nous en avons adopté par référendum que 3. Là, nous sommes à la 3e république. Là, nous sommes à la 3e. Très Donc bien. pour les restes de changements déguisés en modification ou révision de la Constitution, ça ne peut pas se dire République, ça. Merci beaucoup. Voilà. André Moukadi. Essayons un peu d'entrer dans le vif du sujet, puisque polémique en République démocratique du Congo, non-levée des immunités du sénateur Matata Pogno. Or, l'homme n'était pas seul. Hein. Il y avait aussi Alexis Tamamamba. J'ai l'impression que tout le monde a même oublié Alexis Tamoué et tout le monde est frappé par le fait de voir Matata Pogno garder ses immunités. Parlons d'abord des immunités. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par immunité? Merci. Immunité en soi, même si les termes semblent ressembler à impunité, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas impunité. Donc quand vous entendez les termes, vous avez l'impression qu'on parle d'impunité. On dit immunité. Tu veux nous amener au début comme ça? Non, vas-y, ça s'annonce bien. Je vais nous amener à comprendre d'emblée que immunité ne veut pas dire impunité. Même si ça semble phonétiquement se ressembler. Alors, immunité, c'est un privilège reconnu à une certaine fonction publique. C'est-à-dire, vous êtes Premier ministre. Quand vous êtes Premier ministre, vous pouvez aussi commettre des abus. Et lorsque vous commettez ces abus, on pourra vous poursuivre pour les faits que vous avez commis, s'ils sont infractionnels. Mais si on vous poursuit et que vous êtes aujourd'hui arrêté, les fonctions de Premier ministre seront affectées. Or, dans un état normal, il faut que chaque institution fonctionne. Si une institution ne fonctionne pas, cela va causer un dysfonctionnement des institutions. Voilà pourquoi on a reconnu le principe ou un privilège des immunités. C'est-à-dire que la fonction du Premier ministre, par exemple, elle est protégée devant d'autres juridictions, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Ce principe veut que la justice ne puisse pas s'ingérer ou entraver le bon fonctionnement de l'exécutif, ou que l'exécutif puisse entraver le fonctionnement de la justice. C'est aussi le cas avec les législatifs, c'est-à-dire le Parlement. Alors, si le Premier ministre est poursuivi par la justice et que celui-ci est arrêté abusivement, il portera atteinte au principe de la séparation des pouvoirs qui veut que l'un ou l'autre des pouvoirs dans un État ne puisse pas entraver le bon fonctionnement de l'autre. Ce qui veut dire, je voulais vous ramener à définir les immunités pour vous dire que c'est un privilège de juridiction qui protège une fonction publique en vue ou en ce sens que cette fonction ne peut s'interrompre abusivement sans l'intervention d'une autorité publique quelconque pouvant l'élever ou pas. Et puis je rappelle que si immunité dont nous parlons maintenant n'est pas impunité, il existe aussi des immunités impunité. Les immunités impunité, ce sont celles dont bénéficient les ambassadeurs, parce que les ambassadeurs en soi, leur fonction est protégée, pas en leur nom, mais au nom des États. Ce qui veut dire que tous les actes que commettent les ambassadeurs sont immunisés, que ce soit infractionnel ou infractionnel surtout, parce qu'en matière civile, ça peut se réparer. Là, l'État n'est pas en réalité concerné, mais tous les actes infractionnels que commettent les ambassadeurs ne sont pas punis. Ce qui veut dire, nous avons le cas de l'ambassadeur Ramazan Ibaya, qui
qui avait tamponné une fille en France, et n'était pas poursuivi malgré tout ce qui s'était passé. Ce qui veut dire que en matière de diplomatie, l'immunité signifie impunité. Il y a aussi immunité, impunité chez nous. Ce sont les immunités dont bénéficient les parlementaires, c'est-à-dire en vertu de l'article 107, alinéa 1er de la Constitution, qui fait que pour tous les propos, toutes les opinions tenues par les parlementaires, ils ne peuvent jamais être poursuivis pour cela, surtout si elles sont tenues lors de l'exercice de leurs fonctions de parlementaires en pleine session. Pour ça, même s'il insulte, même s'il profère des menaces en pleine session, ces actes ne pourront jamais être poursuivis. Là, ça devient l'impunité. Mais d'autres immunités qui ne sont pas impunités, ce sont celles qu'on appelle immunités de poursuite. Pourquoi elles sont pas impunités? C'est simplement parce que vous pouvez commettre les actes, les temps qu'on puisse lever, parce que les immunités de poursuite impliquent qu'on les lève, qu'on autorise les poursuites. Alors, c'est l'acte de lever des poursuites qui enclenche ou qui favorise la fin des immunités. Très bien. Quand est-ce qu'un sénateur peut être arrêté? Et dans quelles conditions quelqu'un qui bénéficie des immunités peut être sans défense? Puisque là, je trouve que les immunités deviennent un bouclier, bien sûr, pour un sénateur qui en a. Bon, un sénateur, vous parlez des sénateurs? Je parle de sénateur ou de tout parlementaire. Je vais parler aussi des sénateurs. Un sénateur peut être poursuivi en cas de flagrance. C'est-à-dire qu'en cas de flagrance, les immunités ne jouent pas. C'est-à-dire lorsqu'on retrouve un député national qui commet un acte infractionnel, on peut l'arrêter sans tenir compte des immunités dont il bénéficie. Ce qui veut dire que la flagrance efface l'immunité. Mais il peut aussi être poursuivi, même lorsqu'il n'y a pas flagrance, par l'autorisation ou la levée des immunités par la chambre à laquelle il appartient, c'est-à-dire le Sénat. Et en plus, là, c'est lorsque nous sommes pendant la session. Mais lorsque nous ne sommes pas pendant la session, c'est le bureau du Sénat ou de deux chambres en général qui décident de la levée des immunités. Là, ce n'est plus le sénateur, c'est le bureau. Là, ce n'est plus le sénateur. Là, c'est lorsque nous sommes en cas de vacances, en cas de vacances parlementaires. Ok. Et généralement, le bureau est composé de 7 à 8 membres, si je ne m'abuse pas. C'est 7, oui. 7 membres. Ils vont également passer au vote? C'est le président qui décide à ce moment-là? Là, le règlement des deux chambres n'ont pas prévu les modalités. Et c'est sûr que le président du Sénat est le plus visé. Mais il est vrai qu'à l'interne, il y aura une discussion avant que la décision ne soit prise. Parce que le Parlement ne décide où il n'y a que le président du Sénat qui engage le Sénat en face aux autres institutions, pas d'autres membres du bureau. Il n'y a que le président qui engage le Sénat. Bien évidemment. Et là, c'est le président lui-même qui va se décider. Et... Pas lui-même, en soi, de manière officielle. Très bien. Mais on sait que la décision sera considérée comme la décision du bureau. Merci. Prenons le cas de Matata. La plénière a refusé de lever les immunités à leurs collègues. Et maintenant, c'est fini, Matata. Reste calme, on ne peut plus le poursuivre, j'ai l'impression. Bon, pour parler de ces cas précis, j'aimerais d'abord que nous puissions d'abord nous interroger quand est-ce que le Parlement peut lever les immunités ou ne pas les lever. C'est pas, il ne faut pas que nous puissions donner l'impression que les immunités protègent ceux qui les bénéficient, prises individuellement. Mais les immunités militent comme je l'avais déjà dit, à la protection de la fonction.
Bien sûr. Or, la fonction des sénateurs dont on veut protéger, elle s'exerce de plusieurs manières. C'est-à-dire, on peut être initiateur d'une proposition de loi, on peut être nécessaire lors de la composition ou de l'atteinte du quorum requis pour mener certaines actions au niveau du Parlement. Dans ces cas, il y a lieu de signaler que les immunités visent ou sont l'expression de la séparation des pouvoirs entre la justice ou le pouvoir judiciaire et les pouvoirs législatifs, les parlements. J'ai l'impression de comprendre quelque chose là. Vas-y d'abord, je t'écoute. Voilà. Je disais que les immunités sont l'expression, les immunités de poursuite bien sûr, sont l'expression de la séparation des pouvoirs entre les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs législatifs. Oui. Et lorsque le constituant à l'article 107 dit que le poursuite contre un député ou un sénateur qui a commis des actes infractionnels ne peuvent être enclenchés qu'avec l'autorisation du Sénat ou de l'Assemblée plénière du Sénat. Cela veut dire que la justice ne peut pas empêcher au Sénat de mieux fonctionner. Oui. Parce que si, par exemple, je donne un exemple, si ce n'était pas que Matata Ponyo qui était poursuivi et que la justice visait au moins 60 sénateurs. Très bien. En ce moment-là, on ne peut pas lever leurs immunités au motif que cette action de la justice va entacher ou mettre à mal le bon fonctionnement du Sénat. Parce qu'il n'y aura que 40 sénateurs et ce qui ne va pas favoriser la prise de certaines décisions comme l'adoption des lois qui demandent la majorité absolue. La majorité, très bien. C'est que dans ces cas-là, on ne peut pas lever les immunités. C'est une raison, parce que, comme je l'ai dit... Une raison qui peut pousser l'Assemblée plénière de ne pas lever les immunités. Il y a aussi les cas où un parlementaire est en pleine procédure d'adoption de sa proposition de loi. Voilà, bien sûr. Dans ces cas-là, le Parlement ou le Sénat a les pouvoirs, tous les pouvoirs possibles, de dire que non, nous avons besoin de la personne parce que cette action de poursuite que vous menez contre lui, contre elle, parce que je parlais de la personne, va mettre en mal notre calendrier. Parce que là, c'est justifié. Voilà. Le Parlement ou le Sénat n'est pas là pour juger les personnes. C'est-à-dire, c'est le ministère public qui poursuit les personnes. Et surtout à la recherche des infractions. Voilà, que ce soit un sénateur ou moi-même, ou vous-même aussi. C'est le ministère public. Pas moi jusqu'à présent. On verra peut-être demain. Alors, plus tard, c'est pas aujourd'hui. On verra ça. Oui. Alors, lorsque un sénateur est poursuivi et que son absence ne pose pas de problème. L'acte de poursuite n'entache aucunement les quorums du Sénat, n'entache aucunement les calendriers du Sénat. Il est injusticiable de ne pas lever ses immunités. Très bien. Parce que il n'appartient pas au Sénat d'apprécier les actes dont le sénateur est accusé. Ah oui. Parce que si le Sénat le fait, c'est qu'on va considérer dans la compréhension générale des compatriotes, on va considérer que le Sénat a jugé Matata Ponyo. Puisque là, Matata Ponyo s'est défendu en disant qu'il... Or, ce n'est pas le Sénat. Le Sénat n'est pas juge. Non. Lisez l'article 151 de la Constitution, alinéa 2, qui dit que le Parlement ou le Sénat ou l'Assemblée nationale, selon le cas, ne peut pas prendre des décisions juridictionnelles. Or, du moment où vous, Sénat, vous vous mettez à juger les actes posés par les sénateurs, vous vous mettez à apprécier les accusations posées contre les sénateurs dans l'acte des réquisitoires que vous a transmis le procureur général, là, vous violez cette disposition de la Constitution. Si je comprends bien, le Sénat est tombé si bas en violant même la disposition de la Constitution. Non, il faut aller plus loin. Oui. Aller plus loin pour dire que s'ils ne peuvent pas apprécier les actes sur le plan juridique ou judiciaire,
ils ont quand même la latitude de les apprécier sur le plan politique. Ah, ok. Alors, si pris dans cet angle-là, la immunité veut malheureusement dire protection ou déni de justice. Ou et encore, quand ça devient déni de justice, ou encore c'est une infraction déni de également. démocratie. Quand ça devient déni de justice, déni de démocratie, c'est politique. Mais quand c'est déni de justice, là, ça devient aussi Non, c'est pas l'entorse peut-être à la démarche de la justice. Bien sûr, c'est un déni de la justice qui reste impuni parce que c'est une institution. On ne vise pas les sénateurs qui ont voté individuellement, c'est les Sénats. Or, les Sénats, on ne peut pas les sanctionner. C'est quand même une institution. Aussi. Ah oui. Donc, je voulais juste que nous puissions comprendre que sur ces faits-là, il n'existait, sur le plan de principe, aucune raison pour laquelle les Sénats ne pouvaient pas lever les immunités. Parce que, à moins qu'à l'interne, les Sénats aient des raisons qui justifient le fait que Matata ne soit pas, l'ancien Premier ministre Matata ne soit pas livré ou ne soit pas qu'on autorise les poursuites contre lui. Parce que, à tout moment, même si les immunités seront levées, si aujourd'hui l'ancien Premier ministre Matata n'est pas, s'il était livré à la justice, il pouvait à tout moment revenir au Sénat. En revenant toujours au Sénat, c'est l'expression que l'esprit du constituant n'était que de protéger le bon fonctionnement du Sénat. Ce qui veut dire que lorsque le sénateur est déjà en pleine poursuite et qu'au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, on a besoin de lui dans un processus dont sa présence est requise, alors en ce moment-là, l'article 107 lui-même, au dernier alinéa, donne la possibilité de demander la suspension des poursuites. Ce qui veut dire que dans tout ce qui s'est passé au Sénat, il était normal de dire ou de répondre à la question de savoir si la levée des immunités de l'ancien Premier ministre Matata entraverait le bon fonctionnement du Sénat. S'ils nous disent que c'est ça, là, on n'a rien à dire. Mais s'ils nous disent, comme cela a failli circuler, qu'ils ne voient pas le bien fondé ou ils considèrent que le procureur n'a pas raison, ça ce n'est pas leur mission, alors je suis désolé. Très désolé. Dans quelles conditions Matata Ponyo peut-il être encore arrêté si cette première pose des problèmes? Bon, comme je l'ai dit... Là, j'ai l'impression que le procureur est bloqué, c'est tout. Non, c'est pas toujours acquis. En ce sens qu'il faut attendre les vacances. Parce que l'action, elle reste pendante devant la justice. Ne pensez pas que l'ancien Premier ministre Matata a été acquitté. La non-levée des immunités, ce n'est pas un acte juridictionnel comme je l'ai dit. C'est simplement un acte qui suspend les poursuites. Parce que lorsqu'un Premier ministre ou un député ou un sénateur commet un acte, les poursuites contre lui sont suspendues à la levée des immunités. Jusqu'au jour où on va lever les immunités, les poursuites se sont déclenchées. Et même l'action publique, la durée de la prescription reste aussi suspendue. Comme chez nous, la prescription en matière pénale, elle est de 10 ans. On considère que au moment où les faits ont été commis, jusqu'au moment où le procureur s'est chargé de la question, les immunités ont été suspendues au moment où le Sénat a refusé de lever ses immunités. Parce que là, on ne compte plus. L'action a été déjà lancée et il n'y a plus lieu de prescription. Ce qui veut dire que les faits ils remontent quand même d'un peu longtemps, mais l'acte qu'a posé le procureur, compris la Cour constitutionnelle, est de nature à suspendre les délais de la prescription et de suspendre au contraire, l'acte de non-levée, la décision de non-levée des immunités a aussi suspendu la levée, les poursuites contre l'ancien Premier ministre. Mais il y a toujours des possibilités
ou des mécanismes suivant lesquels les poursuites peuvent être enclenchées. Ce sont des mécanismes aussi textuels et aussi politiques ou tactiques. C'est-à-dire que si ce sont les Sénats qui ont refusé d'élever les immunités, il existe aussi une possibilité que ce ne soit pas les sénateurs qui votent ou qui décident de la levée des immunités, mais en ce moment-là, ça sera au bureau de décider. Et pour que cela arrive, il faut que les Sénats puissent aller en vacances. Et cette année, j'ai l'impression que les Sénats n'iraient pas en vacances. Parce que la Constitution refuse qu'ils aillent en vacances. Mais pourquoi la Constitution refuse l'article 144 de la Constitution veut que oui, lorsqu'on est en plein état d'urgence ou en plein état de siège, la suspension ou la clôture de la session reste suspendue des droits jusqu'au moment où il n'y aura plus état de siège ou état d'urgence. Mais l'état de siège a été décrété dans une partie du pays et non sur l'ensemble. Ça ne compte pas. Le Parlement, il est national. Mais récemment, le Sénat a voté la loi sur le projet de loi sur l'habilitation. Ça veut dire quoi encore ça? Habilitation. Habilitation, bon, c'est une question. Je crois que le gouvernement a voulu nous faire voir une autre façon de voir les choses. C'est que l'habilitation, c'est un pouvoir, c'est une prérogative constitutionnelle prévue à l'article 129 de la Constitution, qui veut que pour l'exécution de son programme, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat de l'habiliter à prendre le pouvoir ou de l'autoriser à prendre par voie d'ordonnance loi des décisions pour lesquelles ou sur lesquelles devait intervenir une loi qui n'est pas encore existante ou une loi qui existe dont on veut modifier. Parce que en vertu des principes du parallélisme des formes et des compétences, il n'y a que le Parlement qui peut modifier une loi. Mais au moment où le gouvernement pense qu'il y a urgence, ou au moment où le gouvernement pense que nous sommes pendant les vacances parlementaires, il peut demander au Parlement, je vais dire les deux chambres, de l'habilité à modifier les actes ou les actes législatifs pris par les parlements. Or, dans les contextes, l'habilitation n'est pas générale, n'est pas un pouvoir général. Comme l'habilitation ne peut porter aucunement sur les lois organiques. L'habilitation ne peut porter aucunement sur les lois de finances. Vous imaginez le Parlement qui autorise le gouvernement à prendre ou à prendre par voie d'ordonnance loi la loi des finances. Là, en ce moment, le gouvernement sera lui-même juge et partie. Parce qu'il vous rédige un projet de loi des finances et en même temps... Le même critique. Non, il ne va même pas critiquer parce que c'est son acte. En même temps, il prend acte de ça. Là, c'est pas normal. La Constitution ne le veut pas. La Constitution veut que ces lois d'habilitation ne puissent porter que sur des matières prévues aux articles 122 et 123 de la Constitution. Or, dans ces deux articles que je venais de vous citer, il n'y a pas les matières concernant la prorogation de l'état d'urgence. Donc, on ne peut pas habiliter le gouvernement à... La raison pour laquelle l'Assemblée nationale a rejeté le projet. Là, c'est à féliciter. Ça protège notre Constitution. Et pourquoi le Sénat lui a accepté? Bon, ça, je ne peux pas me mettre à justifier un vote émis par un parlementaire ou une chambre parlementaire. Angle politique, le refus des sénateurs de ne pas lever les immunités, ça donne quel message au peuple congolais? Ça donne quelle image de notre pays? L'image de la démocratie, l'image d'une révolution ratée, l'image de mécontentement, ou l'image de traître? Vous avez quelle image? Bon, moi je suis quand même modéré. Je ne vais pas voir ça pour de la traîtrise ou comme de la trahison. Mais ça entre dans les cadres normaux de fonction du Sénat. Lorsque les sorciers se protègent entre eux, c'est ce que c'est dit dans la cité. Lorsque les sorciers se protègent entre eux, est-ce que
nous les chrétiens, nous avons quelque chose à voir dans tout ça? Rien du tout. Mais pour nous, c'est là qu'il faut parler alors du déni de démocratie. Ouais. Le déni de démocratie implique tout simplement le fait que, en tant que représentant du peuple, sur base du principe démocratique, vous ne pouvez, c'est vrai, le mandat n'est pas impératif, toutes les décisions que prennent les parlementaires, elles sont prises en âme et conscience, sans tenir compte de ce que la majorité des Congolais veulent en ce moment-là. Alors, si la majorité voulait que les sénateurs puissent voter pour la levée des immunités et que les sénateurs, en tant que représentants du peuple, ont voté pour les contraires de cela, alors il y a déni de justice. Mais il n'y a pas violation ou il y a aucune trahison. Ils ont fait ce que bon leur semblait. Je vais rester un peu républicain pour dire que ça entre dans un cadre normal de leur fonction, même si les actes ou la lettre de la Constitution qui parle des immunités n'a pas été respectée comme les constituants levaient. C'est-à-dire, on ne peut refuser de lever les immunités qu'au moment où cela porterait préjudice au bon fonctionnement du Sénat. Or, si nous analysons bien les choses, il n'y a aucun mal à lever les immunités d'un seul sénateur, parce que là, ça sonne très mal, ça sonne comme de la protection mutuelle, où ça entre dans les cadres du principe de la solidarité parlementaire, parce que vous savez, tous les parlements du monde sont régis par des us et coutumes. Alors, partout au monde, il existe des cas où les sénateurs se protègent entre eux. Mais il y a des cas, comme dernièrement au Parlement européen, tout le monde a vu qu'il y a une demande d'élever des immunités. Chaque fois qu'il y a demande d'élever des immunités, il faut qu'on retienne que le principe de la solidarité. L'IGF aujourd'hui, elle devient quoi? L'IGF qui tire souvent la sonnette d'alarme, l'IGF qui crie aux voleurs, mais l'IGF semble être maintenant fragilisé. Dénonce, mais les malfaiteurs, les bourreaux se protègent. Nous sommes en train de former la République des Intouchables, j'ai l'impression. Ouais, c'est l'impression que ça donne, mais il faut aussi savoir qu'il faut laisser chaque institution jouer son rôle. Si l'IGF a fait son travail, le Parlement fait aussi son travail. De se protéger. Son travail n'est pas de se protéger, c'est pour ça qu'on parle de l'abus, du déni. Mais en soi, je pense, à mon humble avis, que l'IGF fait un travail remarquable et que tout ce qui se passe, n'est pas lever les immunités sur bas contre quelqu'un, quelqu'un pour qui l'IGF s'est donné la peine d'enquêter et d'avoir des résultats. Ça peut décourager. Ça peut décourager. Et dans tout ça, c'est le peuple qui est minimisé. Parce que j'ai l'impression que la clameur publique voulait à tout prix voir Matata devant la justice. C'est pas aujourd'hui qu'on parle aussi de cette question de Bukangalozo. Ça date de longtemps, mais qui reste toujours d'actualité. Ouais. Attendons peut-être que la révolution arrive. La révolution? Ouais. Tu es un révolutionnaire. Tu fais déjà la révolution française ou pas? Non, la révolution dont je parle, c'est le fait de surpasser nos égos et de considérer que c'est pas nous-mêmes qui comptons, mais c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général. Si nous arrivons à ce point-là, je suis sûr que on va évoluer bien. Très bien, très bien. Voilà. Passons à la dernière thématique. Là, nous faisons allusion à la congolité. Je parle aussi de la congolité ou de la nationalité congolaise? Je parle de la nationalité congolaise d'origine. Nationalité congolaise d'origine. Merci. Qu'est-ce que tu comprends ou tu entends par nationalité congolaise d'origine avant d'entrer dans les deux propositions qui sont déjà au niveau de l'Assemblée nationale? La Constitution règle cette question clairement à l'article 10. Ok. Que est congolais d'origine, toute personne qui appartient au groupe ethnique consort qui ont existé sur notre territoire avant la date de 1900, je crois, 1885. Alors, si il existe... C'est celui-là qui est congolais d'origine. C'est celui-là qui est congolais d'origine. Sans tenir compte ni de sa race, ni
Quand je dis sa race, c'est que ça veut dire qu'il doit exister des Congolais d'origine qui ont une peau verte, rouge et consort. As-tu déjà vu un Congolais avec une peau rouge? Ça dépendra de celui qui regarde. Moi, je n'ai pas les yeux de tous les Congolais. Il y a ceux qui sont vus comme ça. C'est comment là, tu me vois comment là? Là, je vous vois Congolais d'origine. De père et de mère? J'espère, parce que moi, je ne suis pas sûr que mon père est Congolais. Je ne suis pas sûr que ma mère est Congolais, parce qu'ils ne m'ont jamais montré leur certificat de nationalité. Et vous aussi, j'espère que vous n'en avez pas, comme tous ceux qui font ces débats. On peut être Congolais, la nationalité s'éprouve. La nationalité, c'est pas en regardant votre visage, je me dis que ça ressemble au Congolais. Non, le Congolais ne se ressemble pas, comme tous les peuples du monde. Pour prouver la nationalité, la loi de 2004 sur la nationalité prévoit un acte un acte tenant lieu de preuve. C'est les certificats de nationalité. Nos parents... Qui doit nous donner d'abord ces certificats de nationalité? C'est le ministère de la Justice. On donne ça là-bas? Oui, il faut aller demander. Tous les jours ici, on donne. Il faut demander. Oui, vous donnez. Vous avez ça vous insérez. Je crois que j'en ai. Certificat de nationalité? Oui. Parce que c'est le seul acte qui va prouver que vous êtes Congolais. Je peux aujourd'hui, librement, vous accuser de ne pas être Congolais d'origine ou Congolais tout court. L'acquisition qu'en sort. Mais si vous ne pouvez prouver le contraire de ce que j'allègue, parce que je peux dire que vos parents ont été rwandais. Si vous n'êtes pas capable de me dire que non, vous êtes Congolais en me donnant votre certificat de nationalité, alors dommage, nous tous ne sommes pas Congolais. Alors, sur cette base, considérons que la plupart d'entre nous ne peuvent pas prouver qu'ils sont Congolais. C'est pas parce que j'ai un front un peu large, ou parce que j'ai des yeux un peu rouges, ou parce que j'ai un peu une barbe bien rasée, que je suis Congolais. C'est pas parce que je suis de taille mince, c'est pas parce que je suis un peu élancé que je suis rwandais. Parce que nous sommes dans ça. Nous sommes dans des considérations purement physiologiques. Or, la preuve de nationalité n'est pas la physionomie. La preuve de nationalité n'est pas votre présentation corporelle. La preuve de nationalité, c'est les certificats de nationalité. Or, avant cette loi ou avant la Constitution de 2006, il n'existait pas, la plupart de nos parents n'ont pas reçu cette preuve-là. Alors, qui d'entre nous peut s'élever sans tenir compte du fait qu'il a appris de ses parents qu'ils sont Congolais et dire qu'il est Congolais ou que ses parents ont été exactement Congolais? Très bien. Personne. Merci. Ou plusieurs, en tout cas, ne le sauront pas. On passe maintenant aux deux propositions. Tu as suivi la proposition de Noël Tchani, j'espère. Vous parlez des propositions de... La proposition de Noël Tchani qui dit pour devenir président de la République dans notre pays, il faut être Congolais de père et de mère. Ça, c'est selon lui. Pour devenir président de l'Assemblée nationale, du Sénat, responsable au niveau de l'ANER, responsable au niveau de la DGM, des MIAP et consorts, occuper un poste ministériel de souveraineté, il faut être Congolais des pères et des mères. Ça crée des polémiques. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a aussi un autre député au niveau de l'Assemblée nationale qui vient de proposer aussi sa loi en disant pour postuler à ces postes-là, selon lui, il suffit d'avoir la nationalité congolaise. C'est-à-dire, vous pouvez être italien d'origine, vous pouvez être grec d'origine, vous pouvez être français d'origine, mais une fois que vous avez la nationalité, vous avez acquis la nationalité congolaise, vous pouvez postuler à n'importe quel poste. Comment vous analysez ces deux propositions et puis on clôture notre émission? Bon, d'emblée, je ne vais pas considérer que messieurs, que je respecte beaucoup déjà, monsieur Tchani, je ne suis pas sûr qu'il ait fait une proposition de loi parce qu'il n'est pas parlementaire. L'initiative de loi est réservée au seul gouvernement et aux députés ou sénateurs. C'est une idée qu'il a lancée et puis qui se fera endosser bien sûr par bien évidemment, disons que un parlementaire. C'est
une pensée soulevée par l'un des Congolais, que nous respectons, parce que c'est son point de vue. Mais considérons que quand on parle de nationalité dans ces pays, il faut aussi être un peu trop historien. Parce que quand on ne connaît pas, on ne maîtrise pas notre histoire, c'est un peu plus compliqué. On connaît tous que la question des nationalités. Lisez les actes des Sun City. Vous verrez que c'était parmi les questions les plus alléchantes ou les questions les plus débattues au niveau des Sun City pour l'adoption de la Constitution. C'est pas à la légère que nous allons venir là et commencer à dire des choses qui peuvent fâcher d'autres sensibilités. Mais j'aimerais demander à ceux qui nous suivent de prendre l'air, comme avait dit le président Kabila en ce moment-là, de leur donner une copie de la Constitution, de regarder ou de lire l'article 13 de la Constitution. Cet article dit ceci. L'article 16 de la Constitution veut que tout Congolais ne peut être discriminé pour l'accès aux fonctions publiques, notamment le président de la République, ce sont les fonctions publiques. Aucun Congolais ne peut être discriminé pour l'accès à ces fonctions, à toutes les fonctions publiques, ni par une loi, ni par aucun autre acte. Sur base de quels critères? Les critères de famille, les critères raciaux. Je me limite à ça. Quand on dit critères de famille, c'est qu'on pose la question de savoir il est des pères ou des mères congolais. Parce que là, les questions de père et mère, sont des questions familiales. On entre dans les considérations familiales de tout Congolais pour son accès aux fonctions publiques. Or, la Constitution vous dit qu'aucune loi, ce qui veut dire que pour arriver à ce que ses compatriotes, ou M. Tiani, que je respecte encore, veut nous proposer, il faut changer ou modifier ou réviser cette disposition de la Constitution. Parce qu'elle dit que même par une loi, on ne peut pas réviser, on ne peut pas empêcher à un Congolais d'accéder aux fonctions publiques. Très bien. Les fonctions publiques, chez nous, elles sont distinctement, on peut y accéder différemment, selon les critères qui sont imposés. Et les dispositions qui parlent de l'élection du président de la République, je crois les articles 70, 71 et consorts, la seule condition sur base en ce qui concerne la nationalité, la Constitution veut que pour être président, il faut être Congolais d'origine. On se limite là. Quand on dit Congolais d'origine, c'est qu'on exclut ceux qui sont devenus Congolais par voie d'acquisition. Mais pour tout celui qui est Congolais d'origine, c'est-à-dire que si moi aujourd'hui, je suis d'une famille qui a existé, qui fait partie des groupes ethniques dont il est question à l'article 10 de la Constitution, je suis Congolais, même si je suis métis, même si je suis j'ai la couleur blanche, toute blanche, alors je suis toujours Congolais si je peux prouver que je suis Congolais d'origine. Connaissez-vous dans quel contexte on est arrivé à cette conclusion au niveau des Sun City? Sous Mobutu, il s'agissait des Congolais de père et de mère. Non, ça c'est sûr. Et Sun City, ce sont les belligérants, ce sont les infiltrés, ce sont les étrangers qui sont venus, qui se sont imposés. Il ne faut pas donner l'impression aux Congolais que la nationalité congolaise d'origine a été tripatouée au Sun City. Non. Bien sûr. J'ai l'impression que Sun City a ce que vous dites du temps de Mobutu concerne une disposition expresse d'une ordonnance qui voulait que, ou de l'acte d'Impère, si je ne m'abuse pas, qui voulait que pour devenir président d'Impère, il faut être des pères et des mères congolais. Cela n'a aucune incidence sur la nationalité d'origine ou d'acquisition. On peut être congolais d'origine sans être des pères ou des mères congolais. Quand est-ce qu'on devient congolais? On devient congolais
sur base du principe du sang ou du sol. Si vous êtes né au Congo d'un père américain, en ce moment-là, on considère que vous êtes devenu congolais. Vous êtes né au Congo. Si vos parents, à votre majorité, si vous ne reconnaissez pas la nationalité de vos parents, vous pouvez acquérir la nationalité congolaise. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Ce qui veut dire que la nationalité congolaise d'origine n'a aucune incidence sur des questions familiales, non, père et mère, non. Ça n'a aucune incidence. Mais c'est un choix. C'est un choix de dire que nous voulons que ce soit un Congolais de pères et des mères congolais. Encore faut-il qu'il faut prouver que nos pères et nos mères ont été véritablement congolais. Parce que bien avant, si nous d'aujourd'hui ne savons pas avoir nos certificats de nationalité, j'imagine nos parents. Alors, comme Jésus avait dit, vous me permettez de parler de Jésus. Non, aussi. Alors, lorsqu'on l'a... Personne n'est qu'un diabolique ici. Lorsqu'on l'a amené une femme prostituée devant lui par les pharisiens, Jésus a demandé à tous ces gens-là il leur a dit que la personne qui n'a jamais fait ce que cette femme a fait puisse être le premier à lancer la pierre contre elle. En baissant la tête, en la relevant, il n'y avait plus personne. Et je peux prendre cet exemple ou cet exercice pour demander à celui qui sait qu'il est vraiment congolais de prouver qu'il l'est. Parce que si nous entrons dans ces débats de qui est congolais et qui ne l'est pas, alors beaucoup ne seront pas congolais. Donc il faut qu'on dose un peu nos propositions. C'est mieux de proposer, mais une bonne proposition, il doit s'inscrire dans un contexte bien déterminé, dans des circonstances bien définies et dans un cadre bien structuré. Si ce n'est pas le cas, alors on part très vite à la perdition, en tant qu'État, en tant que nation. Mais dis-moi, tu es convaincu que la nationalité congolaise a été tripatouée au Sun City? Non, je crois que Sun City a fait un effort de régler la question définitivement. Parce que depuis toujours, notre pays, vous savez, nous avions été colonisés par... Sun City composé des belligérants, des infiltrés, des étrangers qui ont cherché la nationalité congolaise avec lampe et torche pendant la journée. Vous voulez nous dire que Sun City a réglé la nationalité? C'est des droits des Bon, j'en doute. C'est des droits... Non. Sun City, c'était une décision politique. Bien sûr. Mais qui a influencé la vie d'un État. En quoi? Mais vous ignorez que ce sont les décisions politiques qui influencent la vie de l'État. Mais les décisions politiques ont le fait pour nous d'avoir précisé ces décisions politiques ont été prises par qui? C'est ça le problème. Non, les gens qui ont pris ces décisions politiques ont des nationalités, ont des origines douteuses. C'est ça aussi le problème. Comment expliquer vous avez des groupes rebelles qui viennent et qui vous pillent, qui vous tuent, qui partent dialoguer, au finish ils vous dirigent, et vous trouvez ça normal? Et puis ils décident sur les choix de la nationalité. Ça c'est ce qu'on appelle un fait accompli. Un fait accompli qu'on ne peut pas changer. On peut changer. Bien sûr. Et pas par voie de loi. Mais écoutez, s'il vous plaît, la loi Tchani, en proposant ça, s'il vous plaît, ce n'est pas la loi qui va venir contredire ça. Bon, vous êtes constitutionnaliste, je suis politologue. On peut essayer de comprendre, puisque là, le gouvernement doit aussi donner son avis favorable, vous le savez, et puis ça peut nous amener, d'ailleurs c'est déjà presque dans le domaine du chef de l'État, du président de la République, qui peut nous amener au référendum, puisque ça va toucher à la modification, au changement de la Constitution. Si c'est possible. C'est possible. C'est quelque chose qu'on doit encourager, mon ami. Alors on ne doit pas encourager une proposition de loi. On n'encourage Encourageons, s'il veut aller jusqu'au bout de sa logique, très bien, qu'il se lance dans un cadre de révision de la Constitution et non dans un cadre d'adoption d'une certaine loi sur la soi-disant congolité. Non, c'est pas la soi-disant, c'est la congolité, puisque là vous restez les cracher sur moi. C'est la congolité. Merci beaucoup. Voilà que vous avez... Le terme congolité est un terme que nous utilisons
pour nous exclure. Or, aussi longtemps que on n'exclut personne, mon ami, on n'exclut personne. Non, continue, on n'exclut personne. J'ai pris vraiment que nous puissions transcender nos différends et que nous puissions comprendre que malgré notre façon de vivre, nous sommes une nation. Une nation qui se bat chaque jour, qui est congolais et qui ne l'est pas, ça nous divise. Il faut en être conscient. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des étrangers qui ont occupé le poste de souveraineté de notre pays ont détruit pour aller construire ailleurs. Et vous ne vous êtes jamais rendu compte que ceux dont nous considérons comme vrais Congolais n'ont jamais détruit ces pays. Avec la complicité de ces gens-là. Alors, des gens que nous appelons mercenaires aujourd'hui. Disons qu'il y a toujours une complicité de part et d'autre. Ce qui veut dire que nous sommes tous Congolais, que nous soyons du côté d'origine un peu bronzée ou d'origine un peu métisse ou autre, nous sommes tous Congolais et on doit quand même se respecter comme tel. Merci, mais avec des limites à certains postes. Merci beaucoup, chers compatriotes. Ça a été pour nous un grand plaisir de recevoir un jeune constitutionnaliste qui a parlé à cœur ouvert, qui a donné quand même de la matière. Ça nous a énormément édifié. À un moment donné, on a été presque en séparation sur la question de la congolité. Il a sa façon de voir les choses, mais il a quand même dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en disant qu'il serait souhaitable d'emprunter la voie de la révision constitutionnelle que de mettre en place la loi, parce que la loi ne pourra pas changer ce qui est constitutionnel, la loi, non, la constitution en quelque sorte. Bref, Noël Tchani ne peut que capitaliser cette idée. C'est vraiment génial. Merci à vous tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et surtout la congolité d'abord. À très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.